век яблочко, да ты хрустальное, революция идет социальная. Le marxisme est régulièrement, si ce n'est systématiquement, dénigré par les médias, la presse, les intellectuels bourgeois, ainsi que la discipline universitaire contemporaine. L'un des points préférés d'attaque envers le marxisme est sur sa conception de l'histoire qui serait simpliste, dépassée et un certain nombre d'autres termes universitaires qui prendraient trop de temps à expliquer. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'était la conception traditionnelle de l'histoire avant le marxisme, comment la théorie de Marx et d'Engels s'y oppose et pourquoi, aujourd'hui, le matérialisme historique reste une conception de l'histoire valable dans le flou théorique généralisé de notre époque. D'abord, un léger rappel pour que tout le monde soit clair sur cette question. Il va être utilisé dans cette vidéo les termes d'idéaliste et de matérialiste, ou idéalisme et matérialisme. Il ne faut pas les comprendre comme dans le langage de tous les jours. Dans le langage de tous les jours, un idéaliste, c'est quelqu'un qui veut changer la société, ou qui passe son temps à rêver à des nouveaux modèles. Tandis qu'une personne matérialiste, elle, c'est une personne auquel n'importe que l'argent, le luxe ou la luxure. Sauf qu'ici, on parle de philosophie, de la philosophie idéaliste et de la philosophie matérialiste. La question centrale entre ces deux philosophies, dans leur approche de l'histoire, pourrait se résumer ainsi. Qu'est-ce qui fait l'histoire ? L'histoire, c'est une discipline scientifique. C'est plus qu'une simple collection de faits. Elle cherche à comprendre la logique derrière ces faits. Pour cela, il existe des modèles différents et historiquement situés de compréhension du passé. Toute société possède une certaine conception de l'histoire. Il est évident que plusieurs cohabitent souvent. Il existe souvent des survivances de la période précédente ainsi que des nuances. Mais pour la simplicité de cette vidéo, nous allons affirmer que chaque période historique possède sa conception historique. Dans une série de conférences sur le matérialisme historique, le grand marxiste russe Plekhanov distingue deux conceptions qui précèdent au matérialisme historique. La première, c'est la conception théologique de l'histoire. C'est la conception la plus simple. Plutôt que de penser les événements dépendant des lois et d'événements précédents, elle considère que les événements sont le produit d'une ou de plusieurs volontés semblables aux êtres humains. Cela peut être une conception animiste ou proche de la théologie catholique. En général, c'est la providence divine qui nous récompense ou nous punit en fonction de principes ou de son humeur. La seconde conception, c'est la conception idéaliste de l'histoire. On cesse de rechercher les causes profondes dans des entités surnaturelles. Quelqu'un comme Voltaire ne va pas chercher les causes de la chute de l'Empire romain dans une punition divine, mais il va théoriser que c'est l'adoption du christianisme qui aurait fait la chute de l'Empire romain, une doctrine qu'il juge trop molle pour l'époque. Plekhanov nous dit « La conception idéaliste de l'histoire est vraie dans ce sens qu'il y a du vrai en elle. » Oui, il y a du vrai. L'opinion a une très grande influence sur les hommes, donc nous avons le droit de dire qu'elle gouverne le monde. Mais nous avons bien le droit de nous demander si cette opinion qui gouverne le monde n'est gouvernée par rien du tout. Autrement dit, nous pouvons et nous devons nous demander si ces opinions et les sentiments des hommes sont une chose soumise au hasard. Poser cette question, c'est la résoudre aussitôt dans le sens négatif. Non, les opinions et les sentiments des hommes ne sont point soumis au hasard. Leur génération, comme leur évolution, est soumise à des lois que nous devons étudier. Dès que vous admettez ceci, et le moyen de ne pas l'admettre,
vous êtes forcé de reconnaître que si l'opinion gouverne le monde, elle ne le gouverne pas en souverain absolu, qu'elle est gouvernée à son tour et que, par conséquent, celui qui en appelle à l'opinion est loin de nous indiquer la cause fondamentale, la cause la plus profonde du mouvement historique. Mais alors, vient une question. D'où vient l'opinion ? Qu'est-ce qui la détermine ? C'est pour répondre à cette question que Marx élabore sa théorie. Il le raconte lui-même dans sa préface de la critique de l'économie politique. Mes recherches aboutirent à ce résultat, que les rapports juridiques ainsi que les formes de l'État ne peuvent s'expliquer ni par eux-mêmes, ni par la soi-disant évolution générale de l'esprit humain, qu'ils prennent leurs racines plutôt dans les conditions d'existence matérielle. Il ajoute : de même qu'on ne juge pas un individu sur l'idée qu'il se fait de lui, de même, on ne peut pas juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Bien sûr, Marx n'est pas le premier à avoir une conception de l'histoire s'appuyant sur les choses matérielles. Des philosophes comme Locke ou Helvétius avaient bien compris que les idées n'étaient que le reflet dans le cerveau des hommes de l'expérience du monde matériel. Durant l'Antiquité, déjà, certains philosophes grecs avaient tenté d'expliquer la nature par la nature, sans s'appuyer sur une quelconque force surnaturelle. Mais aucun d'entre eux ne franchissait le pas en disant que toutes les idées d'une époque sont déterminées par les conditions sociales existantes. Ils ne parvenaient pas non plus à expliquer l'origine ou l'évolution de ces dites conditions sociales. Ainsi, ils ne pouvaient pas comprendre quelque chose comme les mouvements révolutionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ce n'est qu'en empruntant à un autre philosophe, qui lui était resté idéaliste, Hegel, que Marx a pu développer sa théorie. Il lui emprunte l'idée de la dialectique, c'est-à-dire le fait que l'histoire n'est pas un état de fait, mais plutôt une lutte entre diverses forces. La dialectique, c'est aussi une vieille idée déjà. Le philosophe grec Héraclite nous disait, au VIe siècle avant Jésus-Christ, « Tout est fluide », dans le sens que tout change constamment. Rien n'est réellement fixe comme on le voit dans notre perception. Depuis que j'ai commencé à parler, je ne suis pas le même. J'ai déjà vieilli, j'ai déjà sué. En somme, je me suis transformé. Donc, tout change. La question qu'on se pose désormais, c'est qu'est-ce qui fait que tout change ? Chez Hegel, ses forces, ce sont les idées. Chez Marx, ce seront les forces matérielles, les classes sociales. Donc, pourquoi cette conception plutôt qu'une autre, on pourrait se demander. Pourquoi aujourd'hui adopter la vision de l'histoire d'un Allemand du 19e siècle ? Eh bien, parce que les autres alternatives ne sont pas satisfaisantes. Aujourd'hui, plusieurs façons d'expliquer l'histoire cohabitent ensemble. La première, c'est évidemment l'histoire des grands hommes, à travers des biographies, souvent de dirigeants bourgeois, de monarques ou d'empereurs. Cette conception de l'histoire aborde l'histoire par des hommes providentiels. Cette conception est largement dépassée dans le milieu académique, mais elle rencontre toujours un immense succès dans la population à travers des émissions comme celle de Stéphane Bern, des films ou de multiples biographies de Napoléon, de Marie-Antoinette, etc. La seconde conception consiste à ne pas l'expliquer, ou plutôt à ne l'expliquer que sur des tout petits événements, sur de très courtes périodes. C'est une approche qui, elle, est valorisée dans les milieux académiques, et qui souvent n'est pas inintéressante. Mais elle se garde bien, évidemment, de poser des questions politiques tant elle est spécialisée sur une période et un champ d'études. Dans cette conception,
soit les événements arrivent par le hasard dans l'histoire, soit ils arrivent par des facteurs qui seraient impossibles à comprendre tant ils seraient nombreux. Enfin, une troisième approche est le bon vieux idéalisme, qui continue à exister au travers de ce qu'on appelle l'histoire des idées. Ainsi, cette approche va s'intéresser à comment telle ou telle idée est apparue, par quels écrits, à quoi elle s'est affrontée. Si elle aussi n'est pas dépourvue d'intérêt, les critiques que l'on peut lui faire sont les mêmes que celles que Marx faisait aux idéalistes de son temps. Ils ne répondent pas, la plupart du temps, à la question d'où proviennent ces idées. On peut donc conclure que si l'on veut comprendre les événements qui se sont déroulés et qui continuent à se dérouler sous nos yeux, il faut utiliser la méthode du matérialisme historique, car elle seule, pour le moment, permet de dérouler l'enchaînement des causes et des conséquences d'une façon satisfaisante. Sinon, le risque est d'expliquer les événements par le hasard complet. Or, si tout est dû au hasard, nous ne pouvons pas tirer les leçons du passé et les appliquer au présent. Toute action serait inutile, car on ne pourrait rien apprendre. Le marxisme, lui, c'est une philosophie de l'action. Et si vous voulez agir, ça vous sera adapté. Эх, яблочко, да ты хрустальное, революция идет